Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Écovision et Stratégie. Pour ce premier webinaire de l'année, j'ai le plaisir d'être accompagné de Florent Vabon, économiste, et d'Olivier Guillou, directeur de la gestion. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Romain. Alors 2024 est désormais bien entamé, beaucoup de réponses aux questions que nous nous posions en début d'année restent en suspens. Qu'en est-il de l'activité économique après 2 années particulièrement atypiques? La désinflation va-t-elle se poursuivre? À quel rythme? Les grandes banques centrales vont-elles baisser leurs taux cette année? Et bien évidemment, dans ce contexte, quelle allocation d'actifs privilégier? Nous allons passer 45 minutes ensemble, 30 minutes pendant lesquelles Florent et Olivier vont apporter leur éclairage sur ces sujets, puis 15 minutes pendant lesquelles nous répondrons à vos questions. Ces questions, je vous le rappelle, vous avez la possibilité de les poser tout au long de ce webinaire dans le chat prévu à cet effet. Alors Florent, je me tourne tout d'abord vers toi avec une première question. Et avant d'attaquer 2024, peut-être un petit retour sur l'année passée. Ton scénario en 2023, il sous-entendait, il avait pour fil conducteur cette idée de la divergence transatlantique. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce dont il était question, et puis surtout si ta vision des choses a changé en 2024? Bien sûr, 2023 paraît déjà si loin, mais en effet, notre scénario en 2023 était assez simple. Il tenait sur 2 mots, comme tu viens de le dire, divergence transatlantique. Autrement dit, nous anticipions une croissance forte aux États-Unis et une récession en zone euro. Alors c'est à peu près ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est en 2024. Et finalement, la divergence transatlantique n'est pas un concept qui a disparu. Ne serait-ce que du côté de l'activité, mais aussi, si l'on étend cela, et maintenant on peut nuancer de manière un peu plus subtile, on peut même étendre ça à l'inflation, aux banques centrales, et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Alors très bien. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'état de l'activité en zone euro? Oui. Alors, beaucoup de courbes s'affichent à l'écran, comme tu peux le voir. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de vous concentrer sur la ligne bleu ciel, les lignes bleu ciel en l'occurrence. Et tout d'abord, sur le graphique en haut à gauche, on voit effectivement ce qu'on appelle les PMI composites. C'est ni plus ni moins que des enquêtes soumises aux entreprises pour essayer de jauger leur niveau de confiance dans l'activité. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les PMI composite de la zone euro est en train de se redresser assez sensiblement. Alors je n'ai pas encore regardé les chiffres ce matin, mais il me semble qu'en Allemagne et en France, dans les services, ça s'est passé plutôt pas mal. Et donc, on est désormais autour des 50. Et les 50, c'est un seuil symbolique puisque ça sépare la contraction de l'activité et l'expansion de l'activité. Donc, premier élément, on a une tentative de rebond de l'activité en zone euro. Néanmoins, quand on dissèque les services et le secteur manufacturier, on voit que tout en bas, justement, le secteur manufacturier ne va pas si bien que cela. D'autre part, les surprises économiques, certes, se redressent, mais c'est simplement pour indiquer que les données qui sont publiées sont un peu moins mauvaises qu'anticipées. Et d'autre part, si on regarde d'autres indicateurs de confiance, notamment le graphique qui apparaît sur la gauche, qui lui compile les entreprises dans différents secteurs, mais aussi la confiance du consommateur, voit que la situation est un petit peu plus morose, si je puis dire, ou en tout cas se redresse certes, mais c'est pas tip-top. Un élément central en réalité dans notre argumentaire, c'est le graphique qui apparaît sur la droite, où on voit qu'effectivement le volume de crédit accordé aux ménages et aux entreprises est au plus bas. Alors il ne se dégrade plus tant que ça, mais il ne progresse pas tant que ça non plus. Ce qui veut dire une chose, ce qui veut dire que la Banque centrale européenne, si je suis un peu provocateur, a réussi son coup, donc a coupé le fruit du crédit. Donc ça c'est un élément important parce que ça veut dire qu'on anticipe, cette fois-ci on projette. Sur le premier trimestre, on est sur une stagnation en zone euro, pour nous, de notre côté, en termes de prévision. Quelque chose qui va continuer à peu près comme ça, parce que la consommation ne repart pas tant que ça, et parce que l'investissement, justement, avec ce niveau de taux d'intérêt, n'est pas au beau fixe. En revanche, on anticipe une deuxième partie d'année un peu meilleure. Mais tout cela est dépendant de l'environnement de taux, dont on va parler plus tard. D'accord. Alors justement, comme tu le sais, Florent, je suis un lecteur assidu de tes publications, toujours très intéressantes. Ça fait plusieurs mois que tu as une vision assez tranchée concernant l'inflation en zone euro. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Assez tranché en effet, donc je vais aller droit au but. Nous, ce qu'on anticipe en zone euro depuis à peu près le troisième trimestre 2023, plutôt quatrième trimestre 2023 dans nos prévisions, c'est que l'inflation en zone euro va rapidement arriver à 2%. En réalité, elle a déjà commencé puisque ce graphique en haut à gauche, vous voyez l'inflation totale en bleu ciel, celle qui inclut l'énergie et l'alimentation, et en bleu plus foncé, celle qui extrait ces éléments, l'énergie et l'alimentation. Donc on est très proche des 2% sur le graphique, on le voit, même sans zoomer. Et nous, ce qu'on anticipe, c'est que d'ici la mi-année, donc grosso modo en juin ou en juillet, sur l'inflation totale, on va taper les 2%.
On va taper les 2%, pourquoi? Parce que le choc d'offres qui a frappé la zone euro, donc la hausse des prix des matières premières, la tension logistique, est littéralement en train de s'effacer. Et une des manières de mesurer cela, c'est de regarder le graphique qui apparaît sur la droite ensuite, qui mesure ce qu'on a appelé la pression sur les prix. Grosso modo, c'est d'essayer de mesurer le niveau actuel de pression sur les prix dans certains secteurs rapporté à la moyenne d'avant Covid. Quand on est à zéro, c'est que la pression sur les prix est à peu près identique qu'avant la Covid. Donc, s'agissant des services et du retail, on n'y est pas encore, mais la tendance est quand même assez éloquente. S'agissant de l'industrie, on y est. Donc, il y a des pressions sur les prix beaucoup moins fortes dans l'industrie. Donc ça, c'est pour la partie des inflations, des biens durables et un peu des services. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente, je m'arrête 5 minutes, c'est un peu théorique. C'est pas l'inflation cœur, c'est pas l'inflation totale, et l'inflation qui est reliée aux variables macroéconomiques. Donc on a plein de manières de la calculer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement sur le tableau du dessous, pardon, que j'ai appelé le thermomètre de l'inflation, on voit que c'est en train de se refroidir assez sensiblement, et surtout que toutes ces mesures d'inflation sous-jacente sont en train de converger vers quoi? Vers une désinflation assez prononcée. Alors néanmoins, il reste un dernier caillou dans la chaussure. Et ce caillou dans la chaussure, c'est l'inflation dans les services. Donc on voit sur le graphique de droite, l'inflation dans les services reste élevée, elle est aux alentours de 4% depuis plusieurs mois, et cette inflation dans les services, on le sait, est très liée aux salaires. Et les salaires, on mesure cela avec beaucoup de retard dans les statistiques officielles. Donc on le voit sur le graphique de gauche, on a les salaires négociés et l'indice du coût de l'emploi, avec la barre pointillée ici qui sépare justement le dernier point de données, en l'occurrence le quatrième trimestre 2023. Maintenant, aujourd'hui, on a accès à des indicateurs dits alternatifs, notamment la courbe bleu ciel ici, qui représente l'indice des salaires extrait d'un site internet que tout le monde connaît à peu près, Indeed. Et là, la particularité, c'est qu'on a des données plus fréquentes. Et là, en mars 2024, on voit que ça a pas mal diminué. Et que donc, là aussi, on est en mesure d'attendre que l'inflation dans les services va petit à petit s'apaiser également. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout nous incitent en effet à avoir une vision très optimiste, si je puis dire, sur l'inflation en zone euro, ou plutôt devrais-je dire sur la désinflation en zone euro. D'accord, donc si je résume sur la zone euro, le pire est derrière nous, une tentative de rebond, et c'est encore, excusez-moi le terme, assez mollasson. On est sur une inflation qui est très proche de la cible, une désinflation qui se diffuse très largement, et il reste encore un caillou dans la chaussure lié à l'inflation dans les services, en dépit d'une certaine modération sur les salaires. Alors du coup, si je me fie à ce fameux concept de divergence atlantique, et que tout va bien aux États-Unis. Oui, tout va bien. En effet, parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que, bon, ça je ne prends rien à personne, il y a eu une impulsion budgétaire, un soutien fiscal absolument massif, et une des manières de mesurer ça, de capter cette variable, c'est de regarder ce qu'on appelle l'excès d'épargne, qui apparaît sur la gauche de l'écran, justement. L'excès d'épargne, c'est un peu une chimère, parce qu'en réalité, on a plein de manières de calculer cela. Donc là, vous en avez une. L'idée sous-jacente, c'est de se dire que les ménages américains ont accumulé un certain nombre de liquidités. À partir de la pandémie, qui était une récession, mais une récession un peu bizarre. Et donc, les ménages américains ont accumulé du cash, puis l'ont dépensé en 2022-2023, tant et si bien qu'on voit sur le graphique de droite une consommation très soutenue, très forte, qui a contribué à ce que la croissance aux États-Unis soit très forte, soit très élevée. On va avoir les chiffres très prochainement de la croissance du PIB aux États-Unis pour le premier trimestre 2024. Nous, on anticipe 2,6% en rythme annualisé. Je n'ai pas regardé l'état du consensus aujourd'hui, mais je pense qu'on ne devrait pas être très très loin. En réalité, tout le monde a bien révisé à la hausse ses prévisions, nous y compris. Et donc, qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant? Première partie d'année, selon nous, encore une croissance assez bonne. Seconde partie d'année, en revanche, parce que l'impulsion budgétaire va commencer à s'apaiser et parce que l'excès d'épargne, on le voit assez tari, on anticipe un ralentissement de la consommation, pas une dégradation massive, hein, mais un ralentissement, et donc une seconde partie d'année un tout petit peu moins bonne. Alors, je ne vais pas permettre de t'arrêter quelques instants, Florent, car je sais que s'agissant du marché du travail, enfin de l'emploi américain, tu as une grille de lecture un peu différente. Tu parles souvent de Fata Morgana. C'est quoi cette fameuse Fata Morgana? Alors, on va faire un petit parenthèse historique, si je puis dire. Fata Morgana, alors j'ai pas l'accent italien, mais ça veut dire la fée Morgane. Et en réalité, les navigateurs au Moyen-Âge avaient cru voir effectivement au loin des châteaux en Italie. Et c'était en fait un mirage. Alors, c'est une boutade aujourd'hui, pour parler de Fata Morgana pour l'emploi, mais l'idée, c'est la même. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une forme d'illusion d'optique aujourd'hui. Donc, si on ne se fie uniquement qu'au prisme des créations nettes d'emplois aux États-Unis, donc c'est le graphique de gauche, là, je pense que tu n'as même pas besoin de lire la légende, on voit qu'on est sur un rythme de création d'emplois assez soutenu.
voire très soutenue quand on regarde la profondeur historique qui est affichée à l'écran. Néanmoins, ce qu'il faut bien indiquer à ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a quand même des secteurs concernés qui sont de moins en moins nombreux. Autrement dit, ces créations d'emplois ne concernent qu'un nombre de secteurs beaucoup plus restreint qu'auparavant. Et c'est le graphique de droite qui nous le renseigne, puisque on a ce qu'on appelle l'indice de diffusion des créations d'emplois. On voit clairement on est sur un niveau assez bas, et surtout sur une tendance à la baisse, même si ces derniers temps, il y a quelques ricochets. Mais malgré tout, on est sur quelque chose d'un peu plus qui permet de modérer un petit peu cette ligne. Et d'autre part, et ça pour moi c'est quelque chose de très important, c'est le graphique qui apparaît sur la gauche, on a un véritable problème de fiabilité dans les données. Parce que quand on mesure l'emploi aux États-Unis, il faut le savoir, on interroge des entreprises, on interroge des ménages, on interroge d'autres entreprises dans un autre panel, donc il y a plein d'enquêtes différentes. Et on peut mesurer comme ça le taux de réponse à ces enquêtes. Donc, comme on le voit sur le graphique, en 2013, 2015, 2017, on était aux alentours de 60-70% de taux de réponse. Aujourd'hui, on est à 40, 50%, si j'arrondis vraiment à la louche, je vois l'écran au loin. Donc, on a vraiment un problème de fiabilité dans les données. Et d'autre part, vous avez d'autres enquêtes, non pas liées aux créations nettes d'emplois, mais par exemple à ce que nous indiquent les petites entreprises, qui là sont beaucoup moins optimistes. Si on agrège tout ça en un seul indicateur, le graphique de droite que l'on voit, eh bien on voit qu'on a quand même une situation un petit peu moins flamboyante que tout à l'heure, et que donc on est en mesure de dire aujourd'hui que le marché de l'emploi, en tout cas selon nous, selon Ecofin, que le marché de l'emploi américain est un peu moins vigoureux qu'il n'y paraît. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il se rééquilibre. Autrement dit, il est même plutôt à risque aujourd'hui par rapport à la situation précédente, au regard du niveau des taux d'intérêt qu'il y a aujourd'hui. Quand on pense notamment aux petites entreprises qui doivent se refinancer aujourd'hui sur des taux plus élevés, eh bien, elles nous indiquent déjà qu'elles réduisent leurs intentions d'embauche. Donc on est vraiment on est à la frontière aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on parle de Fata Morgana aujourd'hui. Ok. Et concernant l'inflation, alors, est-ce que ce fameux dernier kilomètre d'inflation va être difficile à parcourir aux États-Unis? Ah, c'est un petit peu plus compliqué aux États-Unis par rapport à la zone euro. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a deux indices de prix. Alors très précisément, il y a ce qu'on appelle le CPI, en français on dirait l'indice de prix à la consommation, et on a le PCE qui est le déflateur du PIB. Ces deux mesures apparaissent à l'écran, et on voit qu'effectivement en très plein ici, on a un écart assez important de l'inflation curve CPI et de l'inflation curve PCE, en l'occurrence, à vue de nez, c'est à peu près 1%. Historiquement, il y a une différence, elle existe, de 0,5%. Et cette différence, pourquoi elle existe? Parce que ces indices de prix sont calculés de manière différente. C'est-à-dire que, typique, je prends un exemple qui va parler à tout le monde. Il y a à peu près 40% de l'indice des prix à la consommation, donc le CPI, qui est composé d'immobilier. Dans le PCI, c'est 2 fois moins. Les frais de santé ne sont pas calculés de la même manière. Les frais d'assurance automobile, de réparation automobile ne sont pas calculés de la même manière. Et on sait par exemple que le récent chiffre d'inflation cœur CPI aux États-Unis a montré que 2 tiers de l'inflation était expliquée par l'immobilier et une autre grosse partie par les frais d'assurance auto et de réparation. Ce qui n'est pas véritablement présent dans le PCI. Donc on a un problème de lecture, c'est-à-dire qu'on a un indicateur qui nous dit la désinflation est bien enclenchée, bien en marche, et l'autre qui nous dit un peu moins bien. Donc si, encore une fois, tu te mets cette fois-ci dans les baskets ou dans les chaussures de Jérôme Powell, qui te dit effectivement la lecture de l'inflation est un petit peu plus compliquée. Maintenant, si on zoome un peu plus sur cette inflation cœur PCI, notamment sur le graphique de gauche, et qu'on décompose par facteur. Facteur de demande, facteur d'offre. Facteur de demande, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on regarde l'inflation, quand je dis on, en réalité c'est la Réserve fédérale de San Francisco qui calcule cela, et regarde quels sont les prix qui augmentent avec les quantités. Ce sont les facteurs de demande. Quels sont les prix qui augmentent alors que la quantité baisse? Facteur d'offre. Aujourd'hui, l'inflation cœur PCI est majoritairement expliquée par des tensions sur l'offre. Donc si on se projette, qu'on essaie de faire des prévisions, on se dit quoi? On se dit les tensions sur l'offre sont amenées à diminuer. Donc c'est des facteurs de désinflation assez importants. La raison pour laquelle on anticipe que la désinflation n'est pas remise en cause malgré les récents chiffres d'inflation. Ça, c'est ce qui nous caractérise un petit peu par rapport au consensus. Et puis la demande a beaucoup baissé dans l'inflation, en tout cas la proportion expliquée par la demande, et c'est un signe que la politique monétaire agit. On parle beaucoup de la politique monétaire n'a aucun impact, etc. En réalité, si, elle a eu un impact. Et aujourd'hui, il reste beaucoup d'inflation dans les services. Donc, vous avez ici à droite, je vais m'arrêter quelques instants sur ce graphique, ce qu'on appelle la déviation de l'inflation des services par rapport à la moyenne d'avant Covid. Donc on voit qu'on a une inflation en excès dans les services. Mais cette inflation en excès dans les services, elle est là aussi, même dans le PCI,
alors que l'immobilier est peu présent, expliqué par la partie immobilière. Vous avez quelques autres secteurs qui sont dépendants du marché du travail. Et comme on vient de l'évoquer, on pense que le rééquilibrage va s'opérer sur le marché du travail. Et donc, on n'anticipe pas, ça c'est important de le dire aujourd'hui, de réaccélération de l'inflation. On est toujours dans une désinflation. On n'atteindra pas 2% cette année. Ça, c'est le message fort aujourd'hui, contrairement à la zone euro. Mais on est toujours dans une désinflation qui est en marche. D'accord, donc si je résume, on aurait une poursuite de la divergence transatlantique sur la première partie de l'année, puis un début de convergence transatlantique. L'inflation baisserait davantage en zone euro qu'aux États-Unis pour les raisons que tu viens d'évoquer, mais parce qu'il y a toujours un mais, Florent. Tout cela va dépendre, je suppose, du comportement des banques centrales. Exactement. Et alors là, les marchés ont beaucoup changé d'avis. À un moment, on anticipait beaucoup de baisse de taux, ensuite un petit peu moins, et maintenant, on parle même qu'il n'y aurait plus de baisse de taux du tout. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses Le de ça? véritable girouette. Alors, notre scénario, en réalité, est assez simple. Pas revenir sur les arguments, puisque je viens de les développer, mais simplement sur les mots-clés qu'il faut retenir sur notre scénario Banque centrale. S'agissant de la Banque centrale européenne, on pense que c'est une nécessité que de baisser les taux pour elle. Nécessité pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, on pense que l'inflation va continuer de baisser. Et puis parce que l'économie est, grosso modo, asphyxiée. Elle ne croît plus tellement. Donc elle a besoin de souffle. Et pour ces raisons-là, on pense qu'effectivement, la Banque centrale européenne va baisser ses taux à partir du mois de juin. C'est pas une surprise parce que ça fait des mois qu'elle nous le dit, enfin plutôt des semaines. En revanche, ce qui est plus différent par rapport à nos confrères, mes confrères, c'est que nous anticipons des baisses de taux à chacune des réunions à partir du mois de juin. Autrement dit, 125 points de base sur l'ensemble de l'année 2024 à partir du mois de juin, ce qui ramènerait le taux de dépôt, de facilité de dépôt de la Banque centrale à 2,75%. Maintenant, concernant la Banque centrale américaine, c'est plus une logique d'ajustement. Logique d'ajustement de politique monétaire pour éviter d'être trop restrictif, justement au regard de ce qu'on vient de dire sur le marché de l'emploi qui se rééquilibre et donc qui est plus en proie à se retourner à cause des conditions de crédit. Donc là, c'est un ajustement pour suivre la baisse de l'inflation. On a parlé de la courbe de Taylor tout à l'heure. Je ne vais pas développer, mais il y a ce qu'on appelle la règle de Taylor. La règle de Taylor, effectivement, quand on la calcule, elle nous indique qu'il faut baisser les taux d'intérêt directeurs lorsque l'inflation diminue, pour les accompagner, pour éviter que l'économie soit, enfin, que la politique monétaire soit surrestrictive. Et donc là, on est à 5,50 aujourd'hui. On anticipe qu'on va arriver à 4,75 d'ici la fin de l'année. On a une baisse de taux, nous, une première baisse de taux en juillet. Ensuite, une pause pendant une réunion. Et donc, ensuite, d'autres baisses de taux. Ça nous en fait 3 au total. Ce qu'on me dit souvent, c'est qu'on me dit effectivement, la Banque centrale européenne ne va pas se débarquer de l'affaire parce qu'il y a le problème de l'euro. Mais en réalité, quand on regarde l'euro, oui, effectivement, le différentiel de taux d'intérêt pourrait expliquer une évaluation de l'euro, une dépréciation de l'euro. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'attrait d'une zone économique, elle tient aussi justement à sa croissance. Et donc, si on anticipe que la croissance rebondit parce que l'environnement de taux est plus favorable, on pourrait justement avoir un regain d'appétit pour la zone euro de la part des investisseurs. C'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu ce matin. Ce matin, on a eu des chiffres de PMI un peu assez bons, et puis l'euro est reparti un peu à la hausse. Alors, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais j'espère ne pas me dédire lorsque je reviendrai à mon bureau tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé. Alors, juste avant, vas-y, je pense que sur la Banque centrale américaine, il y a un autre point important que j'aimerais évoquer, c'est la hausse de la productivité. Ah. On observe aujourd'hui une hausse de la productivité du travail aux États-Unis. Cette hausse de la productivité du travail, elle n'est pas liée à l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle est davantage liée au fait que les entreprises ont été sous pression parce qu'il y a eu une forte tension sur le marché du travail. Donc, ont été obligées de produire mieux, de produire plus avec un peu moins. Donc la productivité du travail est en train d'augmenter aux États-Unis. Ça, c'est un phénomène que l'on voit depuis quelques trimestres. Et d'autre part, on a des dépenses d'investissement qui ont beaucoup augmenté avec l'Inflation Reduction Act, avec le CHIPS Act aux États-Unis, les plans Biden, donc pour la transition écologique, etc., la régionalisation. Et tout ça fait que la productivité augmente. Pourquoi c'est important? Parce que quand la productivité augmente, ça vous permet d'avoir une croissance plus forte et moins inflationniste, d'absorber des hausses de salaire plus fortes. Je m'arrêterai je ne m'appesantirai pas sur le parallèle historique des années 90, mais il faut savoir que dans les années 90, on a eu aussi un boom de la productivité. Et à cette époque-ci, il y avait Alan Greenspan à la tête de la Fed. Il avait vu ça avant tout le monde, si je puis dire, et il avait dit effectivement les pressions inflationnistes ne vont pas se créer, ou même vont être plutôt contenues parce que la productivité augmente. On n'y est pas tout à fait, les parallèles historiques sont un peu hasardeux, mais on observe quand même quelque chose qui pourrait aider la Fed
C'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais, ok. Alors juste, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, qui est très en prise avec l'actualité, Oui, c'est le risque géopolitique. tout à fait. Alors qu'est-ce que ça implique ça sur les... Alors, le risque géopolitique, en général, quand on en parle, on pense tout de suite à la hausse des prix du pétrole. Hmm. Le risque géopolitique, comment on le mesure? On l'a sur cet indicateur à gauche, où c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui compte les mots liés au terrorisme, aux guerres, etc. Donc, grosso modo, au risque géopolitique. Aujourd'hui, on est sur un risque géopolitique qui ne baisse pas tant que ça, qui est très écarté de sa moyenne de long terme. Et on pense évidemment au conflit au Moyen-Orient, à la guerre en Ukraine, les conflits internationaux, les menaces un peu partout. Et ça, forcément, ça rentre un peu dans l'arbitrage des banques centrales, évidemment. En théorie économique, on a ce qu'on appelle la courbe de Taylor. La courbe de Taylor, c'est un arbitrage entre la volatilité de l'activité, pour les banques centrales en l'occurrence, pour la volatilité de l'activité et la volatilité de l'inflation. Elles doivent trouver un point d'équilibre entre ces deux variables. Imaginons que tu sois Christine Lagarde ou Jérôme Powell. Si les prix du pétrole augmentent très fortement, est-ce que tu montes les taux parce que l'inflation va monter? Ou est-ce que tu baisses les taux parce que ça peut se faire au détriment de l'activité, parce que ça induit une perte de pouvoir d'achat? Le dilemme, il est là. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un risque à notre scénario central sur la Banque centrale européenne et sur d'autres banques centrales hors États-Unis, parce que ce sont les plus à même à réagir assez facilement, si je puis dire, et on peut le comprendre, à ces phénomènes-là. Donc, ce n'est pas notre scénario central. D'ailleurs, les prix du pétrole, depuis ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran, pas plus augmenté que cela. Donc, la prime de risque géopolitique est en train un petit peu de diminuer sur les prix du pétrole. Mais c'est un risque, malgré tout. Donc voilà, il faut l'évoquer. Il faut évidemment se dire qu'on entre dans une nouvelle ère. Moi, j'ai tendance à dire qu'on entre dans une ère de grande transition. C'est la courbe en bleu ciel au milieu. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans les années 70, ni même la grande modération. On est au milieu, la fameuse grande transition. En tout cas, c'est comme ça que j'appelle ça. Ok, merci Florent. Alors chez Ecofi, tu participes également aux réflexions en matière d'allocation d'actifs. Est-ce que tu peux nous indiquer nos préférences sur les grandes classes d'actifs? Oui. C'est ici que ça se passe, et après, Olivier détaillera tout ça. Mais Olivier et moi, on discute beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, on a une grille d'allocation d'actifs ici par grande classe d'actifs, en l'occurrence les actions, les taux, que ce soit souverain ou crédit. Et le message à retenir, c'est qu'on est plutôt neutre sur les actions. Et Olivier vous montrera qu'effectivement, il y a quelques subtilités. Neutre, pourquoi? Parce que, on va le voir, les valorisations sur les marchés d'actions, notamment aux États-Unis, sont assez élevées. Mais il y a des opportunités, notamment sur la zone euro, où là, on observe des décotes. Donc, on a une position de neutralité sur la zone euro, mais si j'essaie de pousser un peu le bouchon, en fait, on serait plutôt entre le 0 et le plus, plutôt que sur le 0. Donc ça, c'est le premier message s'agissant des actions. Pardon. Sur le souverain, voilà, il n'y a pas de surprise. On anticipe. On regarde notre scénario Banque Centrale Européenne, on regarde notre scénario d'inflation s'agissant de la zone euro. On ne peut qu'être positif sur les taux souverains en zone euro, pardon, et aux États-Unis également, mais en zone euro surtout, en réalité. Sur le crédit, là, on va privilégier le crédit investment grade plutôt que le crédit high yield, pour des raisons d'écartement de marge de crédit. Ça sera détaillé par Olivier juste après. Et donc, voici un peu la big picture, comme on dit, sur notre scénario d'allocation d'actifs. Okay, merci Florent. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Olivier. Oui. Donc, Florent vient de nous passer beaucoup de messages sur la macro. Qu'est-ce que l'on fait en termes de gestion avec tout ça? La période récente a connu une forte surperformance des actions, des tensions sur les taux d'intérêt long terme. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi? Oui, je voudrais revenir un peu sur la dynamique croissance-inflation et vous expliquer un peu les ressorts des marchés. Et sur ce graphique, en fait, on a stylisé en fait les surprises économiques versus inflation. Et donc, qu'est-ce qui emporte finalement? Une surprise, en fait, c'est par rapport au consensus. Et donc, sur la partie gauche, on a une dynamique du marché action qui est drivée par les surperformances économiques. Donc, en tout cas, évidemment, il y a eu la période Covid, mais au-delà de la période Covid, dans la récente période, on a une dynamique assez forte sur la partie action. Inversement, sur la partie obligataire, on voit évidemment l'impact de l'inflation qui se traduit sur l'évolution des taux courts et qui se sont ajustés évidemment sur l'inflation. Donc, il y a une forme de paradoxe finalement, puisqu'on était dans un cadre de resserrement monétaire et finalement, ça a produit des effets plutôt bénéfiques sur la partie action. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'illustrer en fait. Une autre grille d'analyse, en fait, c'est de regarder un peu le régime de volatilité. Là encore, on est dans un message un peu à front renversé, où effectivement, je mets à part évidemment les périodes de tension qui sont liées au Covid et à la guerre en Ukraine, mais globalement, sur la partie action,
On reste dans un régime de volatilité très bas, donc c'est la courbe noire, alors que inversement, sur la partie obligataire, euh, on a quand même un régime de volatilité qui est assez haut, et ça questionne sur la suite. Alors, ce régime de volatilité sur la partie obligataire, en fait, on l'explique effectivement, et ça fait le lien avec ce que disait Florence, c'est l'incertitude de la prévision économique. Et au-delà de l'incertitude de la prévision économique, c'est l'incertitude de la parole des banques centrales qui ont conduit quand même un certain nombre de volte-face. On pense à la période décembre où on nous indiquait que ça y est, c'est bon. On revient aux girouettes. Voilà. Et puis finalement, c'était pas vraiment, c'était vraiment plat. Et puis d'un point de vue financier également, la volatilité action qui est très basse traduit effectivement un sentiment de fort momentum, on l'a vu sur la performance, avec des effets, on reviendra dessus tout à l'heure, sur la gestion passive, évidemment sur l'effet big tech, mais pas que, il y a aussi des effets qui n'étaient pas, et là encore c'est plutôt un paradoxe, des effets favorables du resserrement monétaire sur la performance action, et puis Florent l'a évoqué, le fiscal. Alors cet indice de volatilité obligataire, en fait, c'est un peu un ovni, et pour fixer les idées, l'ordre de grandeur, en fait, le niveau de 120, un indice de 120 correspondrait finalement à une variation mensuelle, je vais dire sur le taux à 10 ans, de l'ordre de 35 points de base. Ah oui, et alors justement, Olivier, est-ce que cette situation, elle est durable? Alors, ce qui est important pour nous, on l'a vu, c'est la notion d'équilibre. Ce qu'on voyait sur la partie de volatilité, en fait, ce qu'on dit finalement, c'est que on est sur un niveau assez haut ou assez bas sur l'action, et c'est pas forcément des niveaux d'équilibre. Donc, notre point de vue, finalement, c'est de dire, effectivement, cette divergence qu'on a constatée entre l'obligataire et le marché action devrait se réduire. Alors, encore une fois, là, on ne parle pas, évidemment, de la dynamique propre action. On rentre dans une phase de résultat qui peut produire des effets par rapport à des déceptions. On raisonne plus par rapport au scénario macroéconomique. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans le scénario macroéconomique, on a beaucoup évoqué le scénario de non-landing, donc pas d'atterrissage de l'économie américaine. Et par rapport au niveau de valorisation de risque qu'on a vu, finalement, on se dit, bah, il n'y a pas beaucoup de place pour des erreurs de conjoncture ou d'évolution de conjoncture. Donc, sous cet angle-là, on s'attend quand même à une normalisation sur l'économie. Alors, si on veut l'illustrer, pour revenir sur ce point d'équilibre, effectivement, sur la partie droite, vous avez le taux à 10 ans qui est assez élevé, hein, d'un point de vue historique, sur une très longue période, mais sur une période, les figures de 10 ans, on est sur quasiment des points hauts. Et vous voyez en fait aussi ce qu'on explique comme étant un peu la cible, l'équilibre de moyen terme qui est fixé par le niveau d'inflation 5 ans à 5 ans. Et clairement, la photographie, donc Laurent disait la big picture, on voit qu'il y a quand même de la place à la réduction de ce taux 10 ans américain. On l'a vu également, et Laurent en a parlé, c'est que le marché américain est en retard par rapport à cette normalisation de l'inflation. Et là encore, on va faire un scénario de court terme, où on a plutôt une espérance d'ajustement, de baisse des taux assez rapide, et par contre, il y aura un peu plus de chemin à faire en 2025. Alors justement, si on parle de niveau d'ajustement, donc l'unité short, c'est un peu dans le déterminant de l'allocation, c'est de dire effectivement, on a assez vite, c'est plutôt les points d'entrée sur le marché obligataire, on a assez vite un objectif de réduction, de baisse des taux de l'ordre de 50 points de base. Pour fixer les idées, aux États-Unis, on irait de 4,50, grosso modo, on peut dessus vers 4. En Allemagne, on irait de 2,5 à 2, et en France, on irait de 3 à 2,5. D'accord, donc pour résumer, Olivier, on est plutôt acheteur sur le souverain, avec des opportunités à saisir. Est-ce que c'est également le cas pour la dette privée, le crédit investment grade et le crédit high yield? Ah oui, donc on l'a évoqué sur les déterminants des spreads, on est plutôt à une ouverture des spreads. On l'a parlé sur l'investment grade et le high yield. Encore une fois, on n'est pas dans un changement de régime, on n'est pas dans une dynamique où on va constater des inflations des taux défauts. On reste dans un régime, effectivement, on reste dans un régime de croissance faible, mais pas de récession. Et donc, l'idée, c'est plus une correction sur les spreads. Donc, les meilleures performances sur les classes d'actifs obligataires, effectivement, elles sont plutôt sur la partie longue de la dette souveraine. On aura des performances positives également sur la partie courte.
Et l'investment grade et le high yield vont produire des performances positives. D'ailleurs, l'ensemble des catégories obligataires vont produire des performances positives, mais il y aura un peu de retard par rapport à des échanges plus longs. Donc, plutôt que sur le crédit, plutôt privilégier les durations longues sur la partie souveraine. D'accord. Alors du coup, Olivier, sur cette base, sur ce scénario, quelles sont les perspectives sur la gamme taux et quel positionnement rendement-risque sur les prochains mois? Oui, donc je viens d'en toucher un mot. En fait, globalement, on est très positif sur l'ensemble des classes d'actifs. Oui. Après, en termes d'allocation, comme tu l'as évoqué, effectivement, c'est plus un positionnement en termes de rendement risque. Si on se positionne sur la courbe, qui est plus bas, plus risqué, on va dire, en termes de duration, effectivement, l'année dernière, sur le monétaire, donc on a un fonds qui est excellent, qui s'appelle Equity Treasury, avec un enclenchement significatif. L'année dernière a connu un millésime exceptionnel, en termes de performance, en termes de collecte. Pour 2024, ça sera encore une très très belle année. Certes, on va avoir en milieu d'année baisse de la rémunération liée à l'action des banques centrales, mais encore une fois, euh, le fonds répond très bien et calibré par rapport à ce scénario. Donc ça, c'est le premier point, une performance assez forte sur le monétaire. Et puis plus on va sur la courbe, effectivement, on va bénéficier des éléments qu'on a évoqués sur le directionnel taux et également sur une forme de portage du crédit qui aura des vertus bénéfiques, même si on a à la marge un petit ajustement. Voilà. Et puis d'autres fonds qu'on met en avant également, plus sur le fonds, je pense à l'épargne éthique obligation, qui est le fonds de gagne, qui a un horizon de placement 3-5 ans. D'accord. Enfin, je ne veux pas oublier Optim Les 26. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Optim 26 également a recours à des placements à ligne, à la fois investment grade et ligne. Mais le fonds sera peut-être plus protégé par rapport à une hausse de spread à ligne, puisqu'on est sur des maturités plus proches. On est sur 2026 par essence. Et donc, ça, le fonds devrait performer très bien. Alors, je ne sais pas si on peut citer des niveaux de rendement instantané, mais en gros, on est sur des taux entre 5 et 5,5. Je ne vais pas citer le chiffre précis, mais voilà, on est sur des niveaux entre 5 et 5,5. Ok, merci Olivier. Alors juste petit message conformité, le taux de rendement actuariel qui vous a annoncé n'est pas un engagement contractuel et vous est communiqué à titre indicatif. On a parlé bien, c'est bien dit, n'est-ce pas? On a parlé tôt, Olivier. Passons aux actions. Première question qui me vient à l'esprit, c'est le marché américain. Bulle ou pas bulle? Une grande question. Je dirais de manière un peu ironique, les bulles, on le sait après, s'ils sont lignes lorsqu'elle a éclaté. Ce qu'il faut dire, c'est que le marché américain a fait une performance exceptionnelle, à la fois en termes relatifs, Florent l'a évoqué tout à l'heure, en termes absolus. Et puis, ça a été très vite, très haut, très fort. D'accord. Et toi, Florent, alors, sous l'angle de l'économiste, Je toi, vais forcément te faire une réponse un peu théorique. Moi, il y a un indicateur que j'aime bien, en l'occurrence, un économiste que j'aime bien, qui s'appelle Robert Schiller. Et ce qui s'affiche à l'écran ici, sur le trait vert, c'est le ratio court-bénéfice de Schiller. De quoi s'agit-il? On prend la capitalisation boursière de l'indice, je simplifie un peu, mais c'est quasiment ça. On rapporte cela au bénéfice des 10 dernières années ajusté de l'inflation, et on a tendance à appeler ça le ratio court-bénéfice ajusté du cycle. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit, un peu comme tous les ratios court-bénéfice, combien aujourd'hui vaut le marché en termes de bénéfices. Grosso modo, quand on est à 34, c'est je paye 34 fois mes bénéfices. C'est ça l'idée. Donc, comme le dit Olivier, les bulles, en fait, on le sait qu'après. Donc, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, il y a une bulle, mais en revanche, on peut faire des comparaisons historiques. Donc, on voit que le niveau actuel est plus bas que le niveau de 2021, qu'il est quand même élevé par rapport à l'historique qui est présenté ici, et qu'il est moins élevé que durant les années 2000. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus, si ce n'est de dire qu'aujourd'hui c'est élevé et que c'est un peu moins élevé qu'hier. Et je vais te faire une confidence, Romain. En fait, les niveaux de valorisation à court terme, ça ne donne aucune indication sur la performance. On en a parlé beaucoup, de nombreuses fois. Mais par contre, à long terme, ça fait tout. C'est-à-dire que la valorisation, ça compte, mais à long terme. Et là, ça va faire le lien, je pense, avec ce que tu vas évoquer juste après, Olivier, c'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'aujourd'hui, dans les indices, notamment aux États-Unis, on a une prépondérance de titres de la technologie. Le titre de la technologie aujourd'hui, c'est quoi? C'est 25% du S&P 500, donc les fameuses Magnificent Seven, Meta, Nvidia, etc. Et les boîtes de technologie, en fait, ça se paye cher. C'est classique. Et les boîtes de croissance, ça se paye cher. Donc en fait, c'est normal, entre guillemets, que l'indice soit cher. Une fois qu'on dit ça, on se dit quand même que les niveaux de valorisation sont hauts. Et donc ça incite à la prudence.
D'autre part, il y a une forme d'euphorie parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui participent au marché américain sur les actions. Tout le monde est optimiste, quoi, grosso modo. Alors, sans doute peut-être pour les bonnes raisons, l'histoire est belle, hein, l'intelligence artificielle. Mais du coup, il faut nuancer les choses. Il faut être actif, si j'ose ce mot. Et donc, de ce point de vue-là, il faut nuancer un peu les niveaux de valorisation que l'on voit à l'écran. Ok, mais du coup, Olivier, comment s'explique ce leadership des marchés américains? Est-ce que c'est Là, amené en à fait, durer? la meilleure peut-être photographie, c'est effectivement de regarder un peu le monde post-Covid, en fait, avec les winners et les losers. On a évoqué beaucoup de choses, donc on a une performance. Donc là, on regarde la croissance versus la value, et on a effectivement une forme de V-shape sur le marché américain, et donc c'est typiquement les éléments moteurs qu'on a évoqués, donc la répartition sectorielle des marchés, la dynamique de croissance du marché américain, les plans de soutien, les plans fiscaux, la proportion à dépenser, et donc on a clairement un leadership très fort du marché américain. De manière plus insidieuse également, en Europe, on a été pénalisé, on l'a vu, on l'avait déjà évoqué sur les problématiques de coût de l'énergie. Autant dans le passé, on parlait de délocalisation liée au coût du travail. Dans la période récente, on a eu des questionnements sur la délocalisation liée au coût de l'énergie, notamment dans les Chine et en Allemagne. Et donc, il y a eu un phénomène assez négatif sur la zone. Donc ça, c'est le point de départ finalement. Est-ce que cette situation est durable? Donc, Florent a évoqué la valorisation du marché américain, et nous, on a un peu envie d'évoquer la valorisation du marché européen. Européen, ouais. Donc, on peut en parler, en tout cas en valorisation relative. En fait. Ce qu'on peut dire, c'est que le marché européen, puisque c'est un marché, on va dire, secondaire par rapport au marché leader qui est le marché américain, en termes de volume, en termes de flux, en termes de market cap, l'écart s'est plutôt creusé. D'ailleurs, l'écart s'explique aussi sur la décote de valorisation. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand bien même on est des décotes structurelles, on est quand même très bas dans la décote. Il y a dans les éléments, on va dire, si on veut être constructif sur la location et notamment sur la partie européenne, ce qu'on va mettre en avant, évidemment, c'est cette décote historique. On l'a vu, une décote peut durer, donc on ne va pas mettre que ça en avant. Ouais. Et donc, pour faire le lien avec ce que disait Florent, effectivement, ce qu'on va mettre en avant, c'est l'idée que la croissance européenne a touché un bottom, qu'on a un sentiment d'investissement au sens large des investissements internationaux, et Laurent l'évoquait tout à l'heure sur le niveau de croissance européenne qui permet d'avoir des espérances de rendement, un sentiment un peu plus fort sur les perspectives boursières dans la zone. Et puis le point peut-être un peu plus technique, c'est effectivement, je reviens sur la valorisation, en tout cas, on a des attentes de bénéfices par action qui sont un peu moins fournies en Europe qu'aux États-Unis. Et là encore, je fais le lien à ce que tu disais sur le grain de sable, la théorie du grain de sable. Donc, dans la mesure où on attend effectivement un ajustement de croissance entre la zone Europe et la zone États-Unis, donc plutôt, on l'a vu par rapport au consensus, un atterrissage sur la zone américaine, quelque part, il y aura une traduction sur le sentiment de marché. Voilà. Et puis, dernier point, pas neutre, autant sur les États-Unis, le resserrement monétaire a eu des effets bénéfiques sur les cours de bourse des actions, puisqu'il y a une structure de marché avec beaucoup de tech, et donc ces gens-là bénéficient de la rémunération monétaire. Il y a eu beaucoup de sorties de ventes sur les monétaires. Alors en Europe, c'est plutôt l'ancienne économie qui a subi. Et donc, sous cet angle-là, effectivement, la baisse, l'amélioration des conditions financières est un point d'appui important pour la zone. Ok, donc si je résume, Olivier, on est neutre sur les marchés, les actions des marchés développés, pardon, avec une légère préférence pour l'Europe. Une dernière question, parce qu'on arrive, qu'on puisse prendre quelques questions sur le chat. Sur la thématique climat, ou les thématiques durables au sens large, déception sur les performances depuis de nombreux trimestres. Est-ce que tu peux, la lumière est en bout du tunnel? Rapidement, Olivier, s'il te Alors, plaît. c'est vrai qu'on a suivi une section sur certaines thématiques durables, pas toutes. On a des thématiques durables qui fonctionnent bien, même si on ne peut pas investir dans l'IA, dans les thématiques durables, en tout cas chez Ecofi. Non, ce qu'on voulait mettre en lumière, finalement, c'est la difficulté, le long chemin de cette transition énergétique. Il y a des embûches. Alors, on a subi des coûts importants, hein, donc on l'a évoqué avec le Covid, la guerre en Ukraine, les chocs d'offres, le monde, tout de suite. Et dans ce qu'on met en lumière, en fait, pour expliquer un peu
votre sentiment d'investisseur sur les thématiques durables et peut-être plus sur la partie climat. Donc, on a suivi des revers importants sur tout ce qui touche à l'énergie renouvelable. Et donc, sur ce graphique, en fait, on figure la performance des marchés européens au sens large. Et puis, on figure en vert la thématique énergie durable. Alors, l'échelle, c'est sur la période 2021-2024. Et vous voyez, en fait, il y a, à partir de 2023, je crois qu'on peut le dater au premier trimestre 2023, on a eu un décrochage, donc c'est très vert des thématiques énergétiques. Donc, typiquement, là, on est dans le focus sur la hausse des taux. Donc, l'impact direct de la hausse des taux sur la valorisation de ces actifs. Et après, il y a eu des effets secondaires qui sont liés effectivement à la volatilité des prix de l'énergie. Puis finalement, on a eu beaucoup d'espoir sur la fin de l'année avec un excellent dernier trimestre. On voit sur le graphique, on a eu un rebond très très fort et donc ça a permis de mener des souffles par rapport à une conviction de long terme. Et finalement, ça s'est retourné une nouvelle fois sur le premier trimestre. Là, je dirais, je ne mettrai pas en avant le facteur taux. C'est vrai qu'il y a des rajustements sur les entreprises par rapport à la rentabilité de certains projets. Au-delà de ça, je mettrai plutôt en avant la volatilité des prix d'énergie. Donc, c'est des concurrents directs en termes de vente. Et donc, effectivement, on a eu, alors je ne sais pas s'il faut dire qu'on a eu un été doux, un hiver doux, pardon, puisque Aujourd'hui, il fait froid. aujourd'hui il fait froid, mais globalement, voilà, ça traite bien comme ça. Et pour lister également le propos, l'autre thématique que je veux mettre en avant, c'est les thématiques des ingrédients, où effectivement, là, on n'a pas forcément l'impact de la hausse des taux, c'est plus une gestion post-Covid. On a eu des surcapacités, des surstocks. Et voilà, donc là, on a purgé, et ça, c'est plutôt un signal encourageant, puisqu'on voit qu'on a une reprise de ce segment. Donc voilà, donc pour résumer, Romain, encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes dans le sens où il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans l'évaluation de ces marchés, mais quand même des facteurs raisonnables et sensibles. Et puis, si on devait en regarder qu'un, c'est effectivement l'amélioration des conditions financières et la baisse des taux à venir en zone euro. Ok, merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps pour prendre les questions. On va essayer de répondre au moins à deux. Rapide. Ah oui, Ok. on est là pour ça. Alors, première question sur la Chine. Alors, si la Chine repart fortement, il se passe quoi? Une très bonne question. En une minute, hein, Je la messieurs. prends en une minute. Ouais. Nous, on a toujours été prudents sur la Chine. Je ne reviens pas sur la crise immobilière, etc. Les chiffres d'aujourd'hui ne nous incitent pas à être très optimistes. En revanche, c'est un scénario un peu alternatif. Si la Chine repart très fortement, qu'est-ce que ça implique? Déjà, quels pourraient être les ingrédients d'une reprise? En fait, un soutien massif des autorités. On ne le voit pas, que ce soit budgétaire ou monétaire. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Un jour, ils sont en train de purger un secteur, après, ils disent, oh, finalement, on a peut-être un peu déconné, mais pas tant que ça. Et donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas trop. Mais si ça repart très fortement, je pense qu'on peut dire que ça remonte l'inflation aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine baisse encore plus, rallonge encore plus son calendrier de baisse de taux. L'inflation en zone euro, elle peut repartir parce que la croissance peut repartir plus fortement. La croissance mondiale, d'une certaine manière, pourrait repartir très fortement. En fait, c'est un scénario qui n'est pas du tout souhaitable, si je puis dire. Alors là, c'est un peu provocateur, mais que la Chine reparte fortement, c'est pas souhaitable à l'heure actuelle. Ok, bon, merci. Parce que ça veut dire plus de resserrement monétaire, plus d'inflation, plus de croissance. Enfin, plus de croissance, c'est bien. Plus d'inflation, un peu moins. Allez, dernière question, en 10 secondes, Florent. Alors, est-ce qu'une récession est encore possible aux États-Unis? Ah oui, tout est toujours possible. Bon, Non, le resserrement monétaire a des effets. Il peut en avoir d'autres, notamment parce que j'ai évoqué tout à l'heure que le marché de l'emploi se rééquilibre. Et que donc, il est à risque de pouvoir basculer, de se retourner. De toute façon, la Banque centrale, être à la tête d'une banque centrale, c'est toujours un exercice périlleux. C'est-à-dire qu'il faut mettre le curseur au bon endroit, avec des variables passées, et sans avoir la faculté de prédire le futur. ok, bon, Donc oui, c'est encore possible. ça marche, merci Florent. Nous sommes arrivés au bout du temps qui nous était imparti. Alors, il y a beaucoup de questions que nous n'avons pas pu aborder, qui étaient posées dans le chat. On vous propose de revenir directement vers vous pour y répondre. Bien évidemment, l'ensemble des équipes commerciales d'Ecofis se tiennent à votre disposition. Merci beaucoup Florent et Olivier pour vos éclairages, pour c'est pertinent. Et puis, merci Florent. Et donc un grand merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Très bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.